Et bonjour à tous et à toutes. Cécile, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Mais oui, je suis bien content de vous retrouver pour cette prochaine interview. Alors, on va commencer directement par les présentations. Dorian, salut, comment ça va? Salut, ça va? Merci. Merci de m'inviter à votre émission après la thèse. Tu nous appelles d'où? Ouais, aujourd'hui j'ai envie d'être animateur radio. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Tu nous appelles d'où, Dorian, à ce moment? Je vous appelle de Rapide Danseur. C'est un petit village Ah, au Québec, euh, à 7 rapidement. heures au nord de Montréal. Et je suis à la station de recherche et d'enseignement du lac du Parquet. Ben justement, commençons par ça. Ici, on fait un traditionnel point météo. Si jamais tu le savais pas, alors du coup, on est tous les trois encore dans des pays différents. Alors là, en plus, il n'y en a aucun des trois qui est en France. C'est encore plus rigolo. Donc, quel temps il fait chez toi? On est sur quelle température? Comment ça se passe? On est sur un 8 degrés actuellement. On était à 2 degrés ce matin. Ça augmente petit à petit. Un temps ensoleillé, un peu fret, mais c'est le printemps, c'est ça. Les moustiques sont pas encore arrivés, mais ça ne saurait tarder. Moi qui suis du sud de la France, un printemps à 8 degrés, je Ouais, c'est ça. ici, la Allemagne, il fait combien en ce moment? Écoute, il fait 25 degrés. Il fait encore plus chaud que chez moi, c'est fou. On est C'est sur un dingue. 20 degrés à Stockholm, c'est quand même ensoleillé. Par contre, il fait soleil jusqu'à 22 h, je vous le dis tout de suite. Ouais, bon, je peux On pas est tout sur un avoir, autre hein. délire. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur un autre délire. Du coup, on reprend avec Dorian directement. Est-ce que tu peux bon, là, on a fait un tour rapidos pour rigoler, mais est-ce que du coup, tu peux te présenter, à nous et aux personnes qui nous écoutent? En gros, tu viens d'où, globalement? Et puis voilà, on va partir sur un esprit. T'as fait quoi pour les études ou quoi, jusqu'à la thèse? Ouais, donc Dorian, je suis au postdoc au Québec actuellement, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc au Canada. Et c'est ça, je viens de France, mais j'ai réalisé la plupart de mes études supérieures finalement au Québec. T'as fait quoi, en fait? T'as fait une thèse au Québec? En co-tutelle, ouais, la moitié de ma thèse au Québec, l'autre partie en France. Euh, mais avant Mais ça, on peut peut-être partir un peu plus ah du bah, début. bien sûr, Ouais. oui, si tu peux Euh, monter. euh, bon, si on revient un peu plus de 10 ans en arrière, en parlant de mon parcours, donc moi j'ai commencé par une licence en langue étrangère appliquée. Fait que j'ai fait 1 an de langue étrangère et puis bon, j'étais pas certain de faire ça. C'était plus par curiosité. On sait jamais trop, parfois après le bac, vers où on veut se diriger. Mais j'ai toujours eu une passion pour la géographie, les différents écosystèmes. Donc, au bout d'1 an, je me suis dit, allez, je vais changer, je vais m'orienter vers la géographie. Donc, je fais une licence à Nantes pendant 2 ans, et puis un séjour d'1 an également en troisième année en Colombie, à Bogota. Euh, Par la suite de ça, au bout de 3 ans, donc j'obtiens ma licence de géo. Et là, à nouveau, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter, donc je décide de faire une pause. Et je fais vraiment une pause où je décide de faire un certificat d'aptitude professionnelle en photographie. Donc je fais un CAP photo pendant 1 an. Je m'intéresse plutôt à, finalement à des activités que j'avais pas pu faire pendant mes études. Je fais de la radio à ce moment-là, euh, en cadre associatif. Donc on apprend à utiliser un peu la table de mixage, faire de l'animation, à être finalement autonome pour faire une émission de radio. Tu aurais pu nous dire ça un peu plus tôt, Dorian, parce qu'il faut savoir qu'avant qu'on commence les podcasts, on fait un petit brief des gens qui viennent. Et du coup, nous, on fait ce qu'on peut, on leur explique un peu comment ça se passait. Et là, il nous est en train de nous parler de tac de mixage. Donc, j'ai Oui, fait votre taf en mieux avant. Ouais, Non, voilà. mais Donc, c'est expliquez-moi si ça vous fait rire. Mais bon, j'aurais pu c'est- vous donner plein de conseils, je ne l'ai pas fait. Voilà. non, c'est chouette parce que la radio, ça a vraiment été une belle période. Puis là, ça me fait plaisir de refaire le même exercice finalement. Parce que à la suite de l'expérience en milieu associatif, j'ai décidé de faire un service civique. Cette fois en radio toujours, mais j'étais en radio scolaire à La Réunion, l'île de La Réunion.
Donc là, l'idée, c'était de créer des émissions de radio avec les élèves du collège, puis sur des thématiques précises, mais aussi diversifiées, là. Et il y avait un intérêt surtout pédagogique, quoi. Je travaillais avec les collégiens. Et puis à un moment donné, bon, licence en poche, je me suis dit, bon, au bout de 2 ans d'arrêt, va falloir que je trouve une maîtrise. J'avais en tête de garder, de continuer mes études, quoi, mais je voulais être certain de ce que je voulais faire. Et je me suis orienté vers la géographie toujours, mais plutôt la cartographie, la géomatique, la télédétection. Et j'ai postulé à Rennes. Donc après l'île de la Réunion, je me suis en allé à Rennes, passé 2 ans là-bas, justement à apprendre les techniques de cartographie, l'analyse d'images spatiales et également la programmation, enfin diverses compétences comme ça. Et puis à la fin de la maîtrise, on doit faire un stage de fin d'études. Donc c'est là que j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un sujet à Montpellier en écologie, où l'idée c'était de travailler sur caractériser les feux à partir d'images spatiales. Donc moi les feux, j'en avais jamais, je m'y étais jamais intéressé, mais j'avais des compétences en cartographie, quoi. Je pouvais utiliser ma compétence acquise pour travailler finalement sur une thématique qui m'était assez inconnue. Donc c'est là que je suis allé à Montpellier pour 6 mois et que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Donc après ça, j'ai voulu continuer en thèse et puis j'ai vraiment eu de la chance parce qu'à la fin du stage, on m'a offert l'opportunité de continuer en co-tutelle justement, en thèse entre l'UQAT et l'université de Montpellier. Toujours à travailler sur les feux, sur les forêts, mais ça impliquait d'aller à l'étranger pour au moins 1 an et demi. Mais finalement, j'avais déjà pas mal voyagé et c'était une nouvelle étape, une nouvelle découverte aussi d'un nouveau pays. Donc je me suis engagé là-dedans et ça a duré 3 ans et demi, de 2017 à 2021. Voilà, de la licence jusqu'à la thèse. C'est alors Ça a pris un original peu ton de temps, mais parcours. c'est sinueux finalement, un petit peu. Oh non, mais c'est souvent ça au final. C'est juste que c'est vrai qu'on nous le propose pas comme ça au début. On nous dit toujours licence, master, doctorat. Mais alors par contre d'avoir un CAP photo en plein milieu et tout, c'est la première fois que j'ai fait photo, ça d'accord, mais même tout court un CAP en plein milieu d'un parcours universitaire. C'était la première personne que j'entends, ce qui est quand même vachement chouette. Enfin, moi je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'en général ces CAP c'est des comment dirais-je, c'est des parcours qu'on propose avant de s'engager en cursus universitaire, qui avait une époque, quand moi en tout cas j'étais au lycée, qui n'était pas forcément hyper coté. Bon, maintenant je trouve qu'ils ont retrouvé un peu un blason doré, donc c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que oui, ça c'est la première fois. Je sais pas pour Cécile, mais en tout cas moi perso c'est la première fois. Oui, non, mais complètement, hein. Mais du coup, je me demandais, à quel âge tu as commencé le doctorat, en fait? Ah ouais, ça a été une question importante, ça. J'ai commencé à 27 ans. Ah oui, Donc donc ça va. Oui, c'est vrai. ça va. Mais quand même à l'époque, c'était une question qui me trottait dans la tête. Je me disais: «OK, tu vas finir minimum à 30 ans». Puis quand on a la vingtaine, des fois on se dit: «OK, ça fait peut-être un peu tard», mais en tout cas j'ai réfléchi à ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, c'est pas ça qui va m'arrêter là, c'est pas l'âge». Bah non. On sait qu'en recherche, ça prend du temps avant d'avoir un poste et j'ai fini finalement à 31 ans pour commencer le postdoc. Oui, alors là, d'un point de vue âge, c'est vrai que chez nous, ça peut paraître pas le plus tôt possible, 27. Mais alors, avec la petite expérience que j'ai à l'Interagé, je pense que Cécile double confirme. Mais 27, en c'est vrai, moyenne, hein, c'est pas ça a rien ouais, d'exceptionnel, c'est c'est une ça. moyenne, c'est vraiment de chez Ouais, nous, on commence tôt. Mais Mais en fait, c'est typiquement français, en fait, de commencer tôt et de terminer le plus tôt possible. Parce que je et pense, d'enchaîner, enfin, ouais. corrige-moi si j'ai tort, mais au Canada, c'est pareil, il y en a plein, en fait, qui finissent à cet âge-là et qui commencent à cet âge-là. Ouais, je dirais qu'il y en a même beaucoup qui commencent tard un PhD,
parfois à 40 ans, ou qui vont décider d'avoir une expérience professionnelle, puis de se lancer à un moment de leur vie dans la recherche, finalement. Moi, j'en croise pas mal qui justement ont déjà beaucoup d'expériences professionnelles, que ce soit enfin, qui peuvent être vraiment variées par rapport à leur sujet de thèse, mais qui peuvent avoir, 40 ou même 50 ans. Ouais, mais c'est Et ça. mais je regrette pas du tout d'avoir patienté avant de commencer la thèse parce que, justement j'ai pu aller explorer, d'autres intérêts que j'avais, pas forcément en lien avec la recherche, mais ça permet aussi de mûrir, et puis, j'ai commencé la thèse finalement avec, en étant satisfait de mes expériences passées, et sans avoir à me dire, «Ah OK, j'aimerais bien faire ça après la thèse, ça aussi». Là, j'avais déjà, quand même quelques expériences à droite à gauche, et je pouvais commencer de manière assez sereine, et mes 3 ans et demi de thèse, quoi. Et est-ce que, tes expériences, du coup, hors du parcours, licence, master, est-ce que ces expériences-là, elles t'ont aidé? Elles t'ont apporté quelque chose pour ton doctorat? Hormis la maturité et cetera, parce qu'effectivement, plus on découvre de trucs, plus on acquiert en maturité, mais plus tu as des compétences techniques, Hem, Bah, surtout, je pense la prise d'initiative et l'autonomie, parce que c'est 2 choses qui sont vraiment importantes en doctorat, d'être autonome dans ses travaux, dans ses recherches, aller chercher soi-même, l'information. Heu, je pense que c'est ce qui m'a le plus, enrichi finalement pour le doc. Parce que là, juste pour finir sur la partie doc, là, avant de passer à la suite, tu l'as fait donc en co-tutelle entre Montpellier et le Québec, une université qui est au Québec, Oui, c'est et le ça. rythme le rythme de croisière, en termes de temps de déplacement géographique, on est sur du 50-50 où il y avait une université qui gérait le plus gros en termes de temps. On était sur du 50-50 quand même à peu près. Mais, une anecdote, c'est que j'étais inscrit à l'UQAT, au Québec, mais pendant ma thèse, j'ai dû mettre les pieds qu'1 à 2 fois à l'UQAT. Pourquoi? Parce que j'étais hébergé dans un laboratoire à Québec, au Service canadien des forêts. Ce qui fait que ça fait 16 heures de route, entre, Québec et puis, l'université du Québec en Alors Québec, c'est la ville, Abitibi-Témiscamingue. du coup? Oui, la ville de Québec. OK, alors d'accord, parce que moi j'avais un doute. Vous êtes allé au Canada et au Québec. Moi, j'y suis allé quand j'avais 17 ans, en touriste. Donc, 2-3 lacunes. OK, donc quand tu dis à Québec, c'est la ville du Québec, et l'université de Québec, c'est l'université de la région qui s'appelle Québec. Fait du land Ouais, ou ouais, OK. de la région, ouais, l'université du Québec en Abitibi, on appelle ça. Ouais, OK, d'accord. Mais, donc j'ai finalement, peu été à l'université, durant mes premières années de thèse, mais j'étais dans un laboratoire, du gouvernement, parce que j'avais un de mes encadrants qui travaillait là-bas. Et ensuite la deuxième partie, je l'ai passée en France, mais ça a vraiment été une partie. J'étais plutôt en fin de thèse quand je suis allé en France, et puis c'était plutôt la partie, écriture du manuscrit de thèse, mais l'ensemble des manipulations en laboratoire et du terrain, tout ça avait été fait. Donc ça a été 2 expériences quand même, assez différentes, où au Québec, on a été plus sur le terrain et le laboratoire, et puis en France, plutôt sur la rédaction et l'écriture. est-ce que, d'un point de vue perso, tu l'as bien vécu, ce changement, tu vois, c'est un peu ces allers-retours, pendant ton doctorat? Hem, c'est sûr que bon, on fait des concessions là, on prend beaucoup sur soi, on est éloigné de sa famille, mais ça a pu être assez compliqué parfois, mais j'ai fait finalement tout ce parcours avec ma conjointe, qui était très très conciliante, puis, compréhensive, avec un soutien permanent. Mais, en fait, ça a été un choix aussi qu'on a fait à 2 là, et je voulais pas me lancer là-dedans sans qu'elle heu, soit contre, ça a été quand même un choix qui a été fait tous les 2, parce qu'elle a décidé de m'accompagner également. Donc, j'étais quand même avec ma conjointe, sur place,
et ma famille a pu venir me voir sur place aussi. Bon, je l'ai quand même bien vécu parce que justement l'expérience passée dont on parlait tout à l'heure où, j'avais voyagé un peu, sur des longues périodes dans le passé, ça a aidé finalement dans cette étape-là, quoi. Alors que j'aurais peut-être enchaîné mes études et puis tout d'un coup passé 1 à 2 ans à l'étranger, là le cap aurait peut-être été plus difficile. Oui. C'est sûr. Et du coup, il se passe quoi après? Là, en soi, t'as fait un postdoc, c'est ça que t'as dit? C'est ça, alors en 2021, je soutiens ma thèse et là, ce qui est marrant, c'est que mon directeur, la veille de ma soutenance, il me propose un postdoc. Alors moi, la première chose que je lui dis: «Oh, OK, on va attendre demain». C'est la France ou le Canada qui te propose ça? Mon directeur en France. OK. Ouais. Mais pour aller faire un postdoc au Canada. Ah, d'accord. Donc la soutenance se passe, j'y réfléchis quelques temps et en fait, la veille de ma soutenance, il y a eu un accord qui a été signé, pour le laboratoire international de recherche sur les forêts froides. Donc le 8 juin et le 9 juin, je passais ma soutenance, puis finalement on avait les fonds pour ouvrir un poste, de postdoc. Mais l'engagement, c'était que je devais passer, une partie de mon temps à la FERLD, la station de recherche d'enseignement du lac du Parquet, qui est, une station, on est en forêt, en nature et à éloigner un peu de tout, quoi. Donc là, Perdu, je c'est le mot que tu cherchais peut-être? Perdu au milieu de nulle part? ouais, un peu perdu au milieu de nulle part. Disons que quand tu vas faire ton épicerie, t'évites d'oublier la livre de beurre, sinon tu as Ah 45 voilà, minutes de route, quoi. il y a une expression en France, c'est: «Tu pas intérêt d'oublier le pain». J'imagine que c'est la version québécoise celle-ci? C'est Mais ça. c'est ça. Et donc c'est ça, ce postdoc, ça impliquait à la fois de poursuivre mes recherches, donc dans le domaine que j'étudiais pendant ma thèse, c'est-à-dire sur la paléoécologie, l'étude des écosystèmes forestiers et de leurs perturbations. Mais avec une autre composante, qui est aussi actuellement, de coordonner un laboratoire, un groupe de chercheurs qui travaillent sur une thématique, commune, groupe de chercheurs et étudiants. Donc finalement, je passe actuellement 50 à peu près de mon temps à continuer à faire de la recherche, mais aussi 50 du temps à coordonner un laboratoire et à développer de nouveaux projets collaboratifs entre la France et le Québec. Ce qui me plaît parce que, bah, finalement, c'est une activité quand même, différente de la recherche en tant que telle, la recherche pure et dure. Je pense que ça apporte aussi des compétences nouvelles, en termes de relationnel, donc c'est assez top. Ouais. Et c'est sur ton contrat que ou c'est une tâche qu'ils t'ont donnée en te disant: «Ah bah, si tu veux, tu peux coordonner ce truc-là pendant ton postdoc» ou c'était vraiment genre ça faisait partie de ton contrat de postdoc? Ça faisait partie du contrat de postdoc. L'idée, c'était à la base, ils souhaitaient que je sois de manière permanente à la station. Bon, d'un point de vue personnel, ça m'allait pas vraiment, donc j'ai réussi à négocier en disant, «OK, si on faisait un 50-50, 50 du temps à la station, 50 du temps, ailleurs». Bon, dans ce cas-là, c'est à Montréal, où je suis hébergé à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Mais c'était vraiment une volonté de la part de mes encadrants, dans le sens où en fait, ils souhaitaient avoir une personne, de manière permanente à la station pour accompagner les étudiants, pour faire vivre un peu les laboratoires, et amener plus d'activités finalement à la station de recherche. Donc dans mes tâches également, il y a aussi du support aux étudiants qui viennent à la station. Quand ils ont besoin d'aide dans les laboratoires, j'essaie d'être là et c'est vraiment une composante. Ouais, c'est marrant en fait, tu fais pas d'enseignement, mais par contre tu fais de la coordination, de la communication, de l'encadrement en fait plus. Ouais, j'ai jamais fait d'enseignement, c'est un peu un de mes regrets parce que, en fait, pour la suite, j'ai du mal à me voir professeur. J'ai pas eu cette expérience-là. C'est sûr que j'ai fait de l'encadrement d'étudiants, mais heu,
en co-tutelle, quand on fait une thèse en co-tutelle, on a des cours à suivre au Canada, ce qu'on n'a pas à faire en France. Donc parfois, en France, on a du temps pour faire pour enseigner. Alors que là, on a des cours à suivre au Québec, donc on n'a vraiment pas le temps de se consacrer à l'enseignement. Ouais, mais c'est vrai ça. Moi, pour rebondir là-dessus, je sais que ma thèse a duré 6 mois de plus que toi, parce que j'ai absolument voulu faire des vacations quand j'étais à Montpellier. Mmh. Mais enfin, c'est le truc, c'est tellement compliqué. J'avais demandé pareil, le monitorat, ce contrat. Tu peux pas, en fait, quand tu es en co-tutelle, tu peux pas faire d'enseignement comme quelqu'un qui est inscrit, et qui passe sa thèse au même endroit, pendant 3 ans, c'est clair, hein. Non. Et du Et coup oui, vas-y. non, j'allais dire que, une autre chose qui peut être difficile quand on fait un doc en co-tutelle, c'est le fait que, bon, à la fin de ma thèse, j'ai galéré un peu parce que, heu, on arrive à la fin du financement au bout de 3 ans, puis là, on te dit, «OK, il va falloir que tu rendes ton manuscrit» et le problème, c'est les problèmes de fond, OK, moi, je me voyais pas finir dans les 4 mois restants, il me fallait encore un peu plus de temps. Donc on a réussi à s'arranger au départ avec mes encadrants, qui ont pu me soutenir financièrement, sur, 2 mois. Donc déjà ça m'a libéré un peu. Mais j'ai vraiment passé la fin de ma thèse après, avec un job à côté. Je travaillais à l'IGN, je faisais de la cartographie des parcelles agricoles, en France et le soir je rentrais, je travaillais sur mon manuscrit, la journée je retournais à l'IGN et cetera et ça pendant 3 mois, vraiment à la fin de la thèse. Donc là, fallait vraiment s'accrocher. Mais bon, ça se fait là, ça se fait. Mais parce qu'en co-tutelle, je réfléchisse, parce qu'en France, je sais on peut pas finir sans financement. C'est peut-être parce que tu étais en co-tutelle que tu pouvais. Ouais, c'est le truc un peu piégeux, quoi. Mais c'est le problème, Ouais. c'est exactement, j'ai pensé à la même question que chez Mata, mais en France, normalement, il y a quelques années, on peut plus finir en. Et à mon avis, je pense que là, tu prends les règles qui t'arrangent de la co-tutelle pour éviter d'être embêté. Oui et puis c'était la période, covid, donc à ce moment-là, les doctorants avaient des droits de faire des avenants à leur contrat de doctorat pour prolonger finalement. Il fallait qu'ils le justifient, mais on pouvait prolonger de manière assez simple, sur 6 mois, par exemple. Ouais, alors c'est vrai que le Covid, c'est à part. Je sais pas si ça enlève quand même la contrainte de financement. Bon, maintenant, le Covid est derrière nous, donc au pire, même si on n'aura pas même si on n'a pas la réponse, c'est pas très très grave. Mais je sais pas si ça enlevait quand même la contrainte de financement, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec la co-tutelle, bon, on a tous fait des co-tutelles ici, donc c'est vrai que co-tutelle, en général, tu prends la règle qui arrange le plus dans la situation à laquelle soit l'étudiant, nous, soit les superviseurs doivent faire face. Mais en tout cas, cette expérience de co-tutelle, moi je la conseille, je fortement parce qu'on peut s'appuyer sur des compétences, des outils différents. Ça nous amène à voyager aussi. Hem, et puis, bon là, le fait, c'est ça, d'être accueilli dans 2 laboratoires différents, on peut voir comment ça fonctionne, on peut faire appel à enfin, on a 2 fois plus de contacts aussi finalement, donc c'est vraiment enrichissant, je pense, je le conseille aux doctorants. Mmh. Et donc tu disais que tu aimais bien ce côté un peu coordinateur, faire de la recherche en même temps de la coordination, qu'est-ce que tu veux faire après? Parce que là, ton contrat, bon, c'est pas il y a une fin. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Alors, c'est vrai qu'il y a une fin. Là, je suis à 2 ans de postdoc, le maximum c'est 5 ans. Oh, ça va. Ah, quand même, c'est un gros. J'ai raté cette info ou quoi? Beh À quel moment t'as dit que c'était 50 ton contrat? mais en Voilà. fait, comme je disais, le laboratoire international sur les forêts froides, il a été créé, le contrat, il a été signé, le jour de ma soutenance à peu près là, donc moi j'ai commencé juste après et c'est des contrats de 5 ans et donc ils ont des financements sur 5 ans et bon, moi j'ai pas de on fait un contrat tous les ans actuellement, donc c'est assez instable mais ça se passe plutôt bien, donc je sais que si je souhaite continuer, j'en ai la possibilité. Et pour le moment, bon là, j'envisage, actuellement
justement de continuer 2 à 3 ans pour peut-être 2 ans supplémentaires. En fait, tout ça pour dire que il y a des fonds pour un postdoc durant 5 ans. Et j'ai quand même le choix si vraiment je trouvais un poste demain, là, je pourrais quitter. Mais vraiment, ça me va pour le moment, concilier justement la recherche, le travail de terrain quand je suis à la station, le support aux étudiants. C'est tellement varié que c'est plaisant. Puis Oui, tu t'ennuies pas, c'est pas routinier. non, pas du tout. En fait, j'arrive à trouver mon équilibre entre être au calme pour faire de la recherche quand je suis à Montréal surtout, et puis je fais plus les activités de laboratoire et le développement de nouveaux projets, les activités de terrain, l'aide aux étudiants quand je suis vraiment en forêt, Hmm. en partageant les deux. Et est-ce que tu veux continuer, enfin, peut-être que tu n'y as pas pensé comme ça, mais est-ce que tu penses continuer dans la recherche ou est-ce que tu te dis, bah, on verra Ouais, alors c'est un peu complexe cette question. Tu as le droit de pas y répondre aussi, c'est pas grave. Oui, On est entre nous, tu as le droit de pas tu as savoir, le tu as le droit droit de de... joker. La carte joker, et on va mettre en place une carte joker. Je peux répondre un petit peu quand même, mais bon, actuellement, ce que je souhaite, c'est poursuivre en postdoc. Je me laisse je suis dans une période où ça me plaît, puis on a réussi avec ma conjointe à trouver cet équilibre aussi dans notre vie personnelle, parce que je suis 3 semaines absent de chez moi. Après, je reviens à Montréal, mais c'est des périodes assez longues où on est à distance. Mais on a cet équilibre et ça marche plutôt bien. Donc actuellement, on va continuer comme ça. Mais pour la suite, je me laisse quand même pas mal de possibilités. J'ai encore une hésitation à continuer dans le domaine universitaire parce que j'ai toujours baigné là-dedans, et je me dis que faire de la recherche en milieu plus privé, ou ça pourrait être une bonne option. En tout cas, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. L'Institut des forêts, là, c'est privé? J'ai oublié l'acronyme exact, mais c'est privé ou c'est gouvernemental? C'est un truc qui est gouvernemental canadien ou qui appartient juste au Québec, ou c'est quelque chose de complètement privé? C'est gouvernemental. Le Service canadien des forêts, c'est gouvernemental, mais ils encadrent aussi des étudiants. Donc j'avais quatre directeurs pendant ma thèse, dont un au gouvernement et les 3 autres en milieu universitaire. Ouais, mais c'est pas les mêmes concours. Je veux dire, si tu veux travailler au gouvernement, ça va rester des concours un peu du même style, en fait, Ouais, que les concours universitaires. ouais, c'est ça. Mais je me ferme pas cette porte-là, même de travailler au gouvernement, pourquoi pas. Mais ça ressemble à quoi, si tu as une idée, parce que peut-être que tu l'as pas, mais quand tu dis privé par rapport à tes compétences à toi, sur les forêts, qu'est-ce que c'est qui... Moi, j'essaie de réfléchir. En France, j'ai pas, mais bon, peut-être parce que je le connais pas. Peut-être au Canada, comme ils ont plus de forêts, il y a peut-être plus de diversité de la gestion des forêts aussi, c'est possible. À quoi ça ressemble dans le privé, ce genre de thématique? Bah, ça privé, en fait, quand je dis privé, ça peut être public aussi, mais je veux dire en dehors du milieu universitaire. Ah, ok, En pardon. dehors du milieu académique, en Ok. fait, en étant enseignant-chercheur et blablabli et blablabla. Ouais. C'est ça. Parce que je vois régulièrement des postes s'ouvrir sur être agent de conservation pour le Mont-Royal à Montréal, par exemple, ou faire des inventaires floristiques dans tel parc national. Il y a des chercheurs qui travaillent pour les parcs nationaux ou régionaux, mais sans être complètement appliqués dans le milieu universitaire. Donc ça reste flou, c'est toujours dur à se projeter. Être instable pendant plusieurs années, on s'habitue, mais à un moment donné, on a envie aussi de construire autre chose. Donc là, j'y pense, et ça va être un choix sûrement difficile à faire pour la suite. À qui le dis-tu? Voilà. On en a discuté déjà avec une invitée précédente. Il y a un moment, il y a un virage qui s'opère Ouais. dans nos têtes. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément la réponse, hein. Mais il y a le virage qui s'opère, genre, il faut réfléchir à trouver la réponse à cette question. Ouais. Voilà. Mais je trouve, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est de lâcher le milieu universitaire et de ne pas pouvoir y re-rentrer. Tiens un donc, certain moment. Dorian. Ah, bah, tiens. Sache que tu es unique au monde. Personne ne se dit ça dans le monde entier. Tu es la seule personne qui s'est dit,
tiens, j'ai bien envie de quitter le milieu académique, mais j'ai peur de ne pas pouvoir y rentrer. Ouais, Bon, ça doit C'est une ça me question qui rassure est... alors. Ah ben, sois rassuré, c'est une question qui, à mon avis, est écoute, je pense universelle que entre nous c'est et dans le monde. ouais, je pense qu'en vrai, c'est un sujet qui va beaucoup revenir, déjà il est pas mal venu et je pense Ouais. qu'il va beaucoup revenir dans nos interviews, dans les podcasts, ouais. Ouais. Et alors, vous pouvez les écouter pour savoir ce que les gens en pensent, mais ne les écoutez pas pour vous attendre à trouver la vraie réponse, on ne l'a pas. On peut pas vous... On n'a pas la réponse à cette question. Ça a l'air de toucher plutôt les pays européens, nord-américains, voilà, ce genre de questions-là. Ouais. Mais ça doit probablement toucher aussi d'autres pays, d'autres continents, des pays qui sont plus... qui misent un peu sur beaucoup de collaboration avec nos institutions, par exemple, qu'on peut avoir en Europe, etc. Et là, j'avoue que moi, je n'ai pas la réponse. Un peu le résumé de ce podcast, c'est plein de questions, peu de réponses. Mais beaucoup C'est ça. d'expériences à partager. Et ça, c'est le plus important. Et en parlant d'expérience, du coup, parce qu'on arrive vers la fin, Du podcast. du podcast, oui. Dorian, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes chercheurs ou Oui, plein de conseils. allez, vas-y. Ouvrez les Non, agendas. quelques conseils, bon, relatifs à mon expérience, mais moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être résilient. Parce qu'on s'en prend des coups là quand on est en thèse. Une fois, il y a un de mes encadrants qui m'a dit que bon, que ce soit la thèse ou le processus, par exemple, de publication d'articles, c'est comme être sur un ring de boxe. On se prend des coups, mais il faut pas finir KO. Faut en redonner des coups, puis à un moment donné, ça paye. Puis bon, je me suis rendu compte que c'était le cas. Faut vraiment être résilient. On est souvent soumis à la critique. Il faut être ouvert justement aux critiques. Ça aide vachement à progresser. Un autre conseil, ce serait de ne pas hésiter à prendre des initiatives. Parfois, on se repose trop sur les autres, je pense. Mais faut avoir une certaine confiance en soi et puis ne pas hésiter à prendre des initiatives parce que c'est ça qui apporte aussi bah, la connaissance, la curiosité. J'ai noté aussi la persévérance, mais ça vient avec la résilience, je pense. Faut voir aussi la thèse comme une expérience d'apprentissage parce que je vois, moi, dans mon expérience, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas avant de commencer en thèse, en termes de méthode, en termes de compétences de certains logiciels. Donc la thèse, c'est pas, on commence pas en thèse en ayant tout dans la tête et dans la pratique. On apprend beaucoup de choses, justement. C'est surtout une période où on a le temps d'aller explorer. Donc il faut le prendre. Et puis un autre conseil, c'est justement se trouver un sas de décompression, que ce soit le sport, la lecture, la photo, n'importe quoi. Mais dès le départ, il faut, je pense, se fixer ses limites pour éviter de trop empiéter sur sa vie perso. Même si des fois, je sais pas, un exemple, c'est l'écriture. Il y a des moments où on a l'inspiration, où on écrit, puis d'autres moments où il y a rien il y a pas d'encre qui coule. Mais je dirais qu'au moment où on arrive à écrire, où on a cette inspiration, faut pas hésiter à empiéter justement un peu sur sa vie perso, puis ça prendre d'autres moments plus calmes. Mais bon, je pense que ça tient beaucoup à la personnalité de chacun, cet aspect-là. Ouais, mais je pense que ça, c'est un truc, les rushs, on en parle des fois, même avec Ben et tout, c'est un truc, ouais, je pense que la recherche, elle est faite de coups de rush, mais effectivement, il faut savoir, je trouve, décrocher entre les périodes de rush et ça, c'est un truc qu'on apprend en étant en doctorat. Bon, Ouais. après, hein, peut-être, mais bon, quand c'est après, C'est chaud. ouais, c'est déjà un bout de temps que tu t'abîmes, quoi, quand Ouais, tu l'apprends c'est ça. après ta thèse, quoi. C'est vrai que c'est pas mal ça, ce conseil de décrocher entre les rushs. Parce que les rushs, tu peux rien y faire. Tu as raison, des fois ça vient comme ça. Et bon, Oui. des fois c'est des deadlines. Bon, ben là, tu peux C'est- rien y faire, mais ça dépend pas de toi. Et puis des fois, ça dépend de toi. Parce que tu as l'inspiration qui est venue. Ouais. Mais c'est ça, la résilience, je reviens là-dessus, mais c'est très important parce que on peut vite se décourager, perdre confiance en soi, mais
C'est comme ça qu'on progresse, puis faut pas le prendre personnellement, je pense. Mais merci Dorian, on arrive sur la fin, du coup, on doit se quitter. On espère que ça t'a plu. Bah oui, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience là, même si c'est pas la plus originale. Ouais, ça pourra peut-être aider certains. Si, quand même. Je Il sais y a pas si c'est la plus quand même de originale, mais l'originalité, hein. il y a quand même de l'originalité. Si. Non, là, tu te sous-estimes. Mais en vrai, chaque histoire, je pense, en fait, c'est chaque vécu qui est important. C'est pas tant l'histoire, c'est le vécu, je trouve. C'est Ouais. vrai. Impeccable. Merci beaucoup, Dorian. Cécile, on se Ouais, voit à la merci. prochaine. Merci Ouais. Ben, merci Cécile, et puis bonne écoute les auditeurs. Bah voilà, tout à fait. L'animateur Bonne radio écoute. qui vous parle. C'est ça. À bientôt. Allez, à plus tard.